Bien, bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle séance de Midi Minatech. Alors, tout d'abord, je vous annonce pas le prochain parce que vendredi prochain, nous n'aurons pas de Midi Minatech. Nous reprendrons début décembre. Nous avons un joli programme à vous proposer. Nous vous le communiquerons dès que ce sera envoyé par mail. Et donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Tauveron, qui est ingénieur-chercheur au LITEN, du laboratoire des systèmes solaires et thermodynamiques. Et donc, c'est un expert des machines thermiques. Et aujourd'hui, il nous propose de se poser la question des machines thermiques. Est-ce que c'est la fin de l'histoire ou est-ce que ça reste des machines qui vont être d'une grande importance dans un contexte où on fait appel essentiellement aux énergies renouvelables pour produire de l'électricité? Eh bien, il va nous en parler mieux que moi, oui, ça c'est sûr. Et donc, Nicolas, je vais te donner la parole. Elle est à toi. Merci Amal. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, initialement, cette présentation au Midi Minatech devait avoir lieu courant mars et pour les raisons que tout le monde comprend, elle est reportée aujourd'hui. Donc, je remercie l'organisation du Midi Minatech de permettre de faire cette conférence dans des bonnes conditions. Voilà. Donc, l'avenir des machines thermiques, oui, ça se pose. Ça se pose parce qu'on a tous entendu, lu différentes informations sur une production de travail, d'électricité ou pour la mobilité qui serait moins thermocentrée. Alors, si je le dis de façon un peu plus précise, ici, c'est un extrait du rapport RTE sur les prévisions énergétiques, sur les sources d'énergie, sur les sources pour produire de l'électricité dans l'avenir, et on voit que celles qui font appel à des machines thermiques, donc pour la France nucléaire et thermique, donc sont fléchées globalement selon les différents scénarios, là, watt, volt, etc., à la baisse. Voilà. Cette tendance est déjà réelle aujourd'hui, puisque ici c'est un extrait de la presse qui montre que en France, on est en train de fermer un certain nombre de centrales thermiques au charbon. Voilà. Alors, c'est vrai en France, le déclin du charbon, il y a des indicateurs qui montrent on peut le voir aussi, ici c'est un graphique qui montre que il y a plus de centrales thermiques au charbon qui ferment, c'est la courbe bleue, que des décisions d'investissement. Voilà. Après, il y a des repositionnements, des remplacements du charbon par des cycles à gaz. Il y a aussi des indicateurs donc d'investissement qui montrent que pour le charbon, on est dans une baisse de décision d'investissement, mais pour le gaz, il y a une baisse moins sensible aussi. Voilà. Ce discours, on l'entend aussi sur la mobilité. Voilà, on entend c'est la fin des moteurs thermiques, il va y avoir de plus en plus de motorisation électrique. Alors, il y aura aussi des hybrides. Voilà. Il y a des annonces, il y a aussi un certain nombre de décisions. Par exemple, Paris a déjà affiché sa volonté d'en finir avec le diesel et l'essence dans la prochaine décennie. Voilà. Alors, ce sont les projections, c'est l'avenir. Et voilà. Il me semble important, puisqu'on parle de l'avenir, de aussi parler du passé et du démarrage des machines thermiques qu'on arrive assez bien à identifier au début du XVIIIe siècle. Puisque j'ai un début, puisque j'ai une fin, je peux tracer une droite. Et je vais me poser la question, est-ce que cette droite, ce sens de l'histoire pour les machines thermiques, est-ce qu'il est réel ou est-ce qu'il peut être, après avoir patiemment construit, le déconstruire? Voilà. Donc le début de l'histoire. Alors le début de l'histoire, là, c'est au-delà des machines thermiques, c'est l'histoire de la chaleur. Donc sur cette diapositive, je parle de 300 000 ans d'histoire, donc je suis désolé, ça va être très simplifié. Simplifié pour faire passer le message suivant. La chaleur, correspond à des besoins élémentaires de l'humanité, se chauffer, cuire des aliments. Après, la chaleur est aussi un besoin qui est apparu pour la métallurgie, la céramique, et ce qui fait qu'on a une maîtrise du feu
finalement assez ancienne, mais une maîtrise du feu pour pour des applications de chaleur à des températures relativement élevées qui finalement est assez précoce. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, vers moins 4000 avant Jésus-Christ, l'homme maîtrise la génération et la gestion en fait de chaleur supérieure à 1000 degrés. Voilà. Alors, l'idée, c'est vraiment de dire que par rapport aux machines thermiques, produire de la chaleur à des hautes températures, c'est pas un problème. On sait le faire depuis très longtemps et depuis très longtemps avant le début du XVIIIe siècle. Par contre, après, je dis pas qu'il n'y a pas un problème pour générer cette chaleur en termes de combustible. On a besoin, au début, qu'est-ce qu'on fait brûler? Principalement du bois et après du charbon. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que cette histoire de machine thermique s'inscrit justement dans cette question de l'utilisation du bois et du charbon. Pourquoi? Parce qu'en Angleterre, en fait, il y a une raréfaction de la ressource en bois au milieu du XVIIe siècle, et ce bois, charbon de bois, finalement, a été remplacé par ce qu'on appelait le charbon de terre, la houille. Et il y avait un certain nombre d'exploitations minières qui se trouvent être dans des zones où il pleut beaucoup, ça c'est pas un scoop, c'est-à-dire au milieu du Pays de Galles et au milieu de l'Angleterre. Et ces mines étaient à ciel ouvert, et en fait, leur exploitation était considérablement gênée par les remontées de nappes. Voilà. Et ce qu'il fallait faire, c'était de l'exor, c'est-à-dire essayer d'enlever cette eau dans les mines pour permettre l'exploitation minière. Ça a été le vrai moteur du développement des machines thermiques. Pourquoi? Le premier à avoir fait une contribution extrêmement significative à cette question, c'est Thomas Savery. Thomas Savery a inventé ce qu'on appelle la pompe à feu. La pompe à feu, en fait, c'est une bouilloire, voilà, qui est là pour faire passer cette eau qui est dans la mine jusqu'à un exor extérieur. Voilà. Et en fait, en chauffant l'eau, finalement, on va produire une pression qui peut être supérieure à la pression atmosphérique et pousser le fluide. Ça, c'est le premier effet de la machine, de la pompe de Savery. Le deuxième effet, c'est qu'en refroidissant ces vapeurs, on va faire considérablement chuter la pression de l'eau, hein, et du coup aspirer, le deuxième effet, aspirer l'eau dans ce réservoir. Voilà, donc Savery a une contribution tout à fait intéressante à cette question-là, et d'ailleurs, c'est lui qui a introduit la notion de cheval-vapeur, horsepower, hein, qui est une unité. Il a dit, ma machine, elle va être capable de fournir une puissance égale à celle d'un cheval. Voilà. Par contre, en termes industriels, c'est plutôt son continuateur, Thomas Newcomen, en fait, qui a perfectionné sa machine, c'est-à-dire à continuer d'utiliser ici son bouilleur, à refroidir ces vapeurs avec un flux d'eau pour créer la pression, sauf que au lieu de faire monter l'eau, il va faire monter un piston. L'idée du piston, elle est née un petit peu avant dans la machine de Papin. Voilà. Donc ici, ce qu'on voit, ce qu'arrive à faire Newcomen, c'est finalement transformer de la chaleur en travail mécanique, puisqu'ici, on voit qu'on actionne un piston qui actionne un balancier et qui vient alimenter directement la pompe. Voilà. Cette machine à feu de Newcomen, en fait, va vraiment révolutionner l'exploitation des mines de charbon en Grande-Bretagne. Voilà. Après, un nom qui nous est plus familier, c'est celui de James Watt. Watt, toujours pour le même type de problématique, a considérablement perfectionné la machine de Newcomen avec différentes idées, notamment d'abord le fait de mettre un condenseur extérieur, c'est-à-dire qu'ici, alors que Newcomen et Savery, dans les machines de Savery, on était obligé de refroidir l'ensemble de la carcasse métallique du piston de la pompe. Ici, finalement, on a un seul endroit où on agit pour refroidir, donc ce qui va considérablement augmenter le rendement de la machine. Il va y avoir aussi un régulateur qu'il a inventé et aussi la machine à double effet de Watt qui permet d'injecter, ici on a notre fameuse cylindre avec le piston, on va alternativement injecter la vapeur chaude en haut et en bas du cylindre pour avoir ce fameux double effet. Donc, la machine de Watt a servi de modèle à de nombreuses autres machines et a permis un développement industriel important en Angleterre. Alors, si on revient en France, la France à la même époque, en fait, a moins de problèmes de ressources en bois et du coup moins de problèmes d'exploitation minière. Hein. J'écarte ici la théorie qui fait que il pleut moins en France qu'en Angleterre pour dire que c'est certainement plutôt une question de bois et de charbon qui explique ce développement-là. Par contre, Carnot,
Lui, qui est un jeune ingénieur, publie un mémoire qu'on trouve sur Internet et qui se lit assez bien, en 1824, dans lequel il écrit en fait le début de l'histoire de la thermodynamique en disant on a besoin d'une théorie générale. Il cite les Anglais, Savary, Newcomen, Watt, etc. Et il dit maintenant, on a construit, maintenant il faut bien comprendre. Donc il établit les fameux principes de la thermodynamique, notamment le deuxième principe, voilà, qui montre l'irréversibilité des transformations. Il fait le lien avec l'hydraulique en disant il y a sans doute quelque chose qui se conserve en fait dans ces transformations, qui seront les bases du futur de la future conservation de l'énergie. Il dit aussi quelque chose de très important, il y a eu beaucoup de machines à vapeur, mais lui ne croit pas au fait qu'il n'y a que la vapeur qui puisse être un agent. Donc, il dit que c'est indépendant des fluides. Voilà. Il met aussi bien en évidence l'effet de la source froide. Alors, on l'a vu dans les machines de Newcomen et de Savary, l'importance du condenseur, c'est-à-dire de là où on refroidit. Voilà. Et lui, en fait, le théorise en disant on ne peut pas faire de machine thermique sans source froide. Et enfin, il invente un cycle à air chaud, c'est-à-dire avec un autre fluide qui porte son nom. Alors, maintenant qu'on a établi le début de l'histoire, on va le parcourir. Alors, dans le graphe du haut, que j'ai repris de Favrat, on voit finalement la succession d'un certain nombre de machines que vous connaissez bien maintenant, Papin, Savary, Newcomen, Watt, et on a l'impression que ça se passe aussi bien que sur un terrain de rugby, sur une ligne de 3/4. C'est-à-dire on a l'impression que Papin a passé le ballon à Savary, qui a passé à Newcomen, qui a passé à Watt, et que ça c'est génial. En fait, c'est moins simple, c'est beaucoup moins simple que ça. Et je dirais cette construction un petit peu linéaire de l'histoire, du remplacement, etc. C'est pas si vrai. Et en particulier parce qu'on a mis à peu près toute la moitié du 19e siècle à se mettre d'accord sur ce qu'était ne serait-ce que la nature de la chaleur. Ce qui peut nous paraître un peu bizarre, mais est-ce que c'était un fluide qui s'écoulait, qu'on appelait calorique? Est-ce que c'était au contraire un phénomène plutôt vibratoire qu'on voyait pas? On a mis tout un demi-siècle avant d'être d'accord là-dessus et d'établir la conservation de l'énergie. C'est un peu c'est grave pour dire, c'est des représentations qu'on pourrait qualifier de non linéaires. Alors, par contre, au milieu du 19e siècle, on se met en suivant les idées de Carnot. Donc, pour faire une machine thermique, je vais le dire comme quelqu'un du milieu du 19e siècle, en fait, les calories vont passer de la source chaude à la source froide et certaines vont être prélevées pour faire du travail. Par contre, il va m'être impossible de faire passer à la source froide les calories pour que les aillent à la source chaude. Ça va pas être possible spontanément. Ce qui veut dire que si j'ai besoin de faire du froid, je vais pas pouvoir le faire spontanément, il va falloir que j'ai une machine. Et avec ces éléments, va débuter l'histoire des machines thermiques pour faire du froid. Le premier qui a fait ça, c'est un Américain qui s'appelle Jacob Perkins, qui a breveté la première machine de froid. C'est une machine avec 2 échangeurs de chaleur. Ici, c'est celle de la source froide. Ici, c'est celle de la source chaude. Par contre, il y a un élément qu'on n'avait pas, c'est ici, ce petit compresseur. Ce compresseur, qui est actionné par une personne ici, permet en fait de fournir de l'énergie au système, justement pour permettre de faire du froid, ce qui n'est pas possible spontanément. Voilà, c'est cette énergie qu'on rajoute. Voilà. Après, cette machine a été perfectionnée par un Écossais qui s'appelle James Harrison, donc dans lequel on retrouve les mêmes éléments un peu plus perfectionnés que ceux de Perkins. Donc on a les échangeurs, on a ici une pompe, un compresseur, pardon. Et ici, les échangeurs thermiques. Et Harrison, lui, au départ, son histoire est pas inintéressante parce que c'est un imprimeur au départ. Et en nettoyant en fait ces caractères avec de l'éther, il s'est rendu compte que lorsque l'éther s'évaporait, ces caractères, ils devenaient froids. Et c'est pour ça que Harrison a eu l'idée d'utiliser l'éther comme fluide frigoporteur, comme fluide de travail dans sa machine. Voilà. Alors, le pauvre Harrison a été le premier à développer ces machines en Australie. Et malheureusement, cet entrepreneur a fait faillite parce qu'il a été concurrencé à cette époque-là par une technologie tout à fait différente pour faire du froid. C'est-à-dire qu'on importait en Australie des blocs de glace qui étaient extraits en particulier au Canada. On les mettait dans des bateaux, on les faisait venir. Et ça coûtait moins cher que d'utiliser une machine de froid. Voilà. Triste, mais... c'est la réalité. Après, une machine intéressante, c'est celle de Ferdinand Carré, dans laquelle on retrouve bien des échangeurs et on retrouve même un bouilleur
Et vous aurez beau chercher, vous n'allez pas trouver de compresseur. Et ce que Carré a inventé, le premier à la fin du 19e siècle, c'est une machine pour faire du froid à partir du chaud. Si je le dis avec les mains, on avait inventé une machine, les machines de Watt ou la machine de Newcomen à partir de chaleur. Il fait un travail et lui utilise le travail directement dans une machine de froid. Voilà. C'est-à-dire que ma turbine permet d'actionner mon compresseur et ça c'est l'idée de Carré qui a fait cette première réalisation. Voilà. Après, donc, l'histoire, elle se décline peut se décliner par d'autres applications sur la mobilité. On connaît tous le fardier de Cugnot, le véhicule de Lenoir, les cycles thermodynamiques utilisés pour se mouvoir, voilà, qui sont liés au développement de la thermodynamique. Je veux dire aussi qu'il faut brosser un tableau quand même séduisant, mais en même temps honnête, c'est-à-dire que ce développement s'inscrit aussi dans ce développement de la machine à vapeur s'inscrit aussi dans le développement général des machines, voilà, et de l'industrialisation. Par exemple, j'ai mis ici la fameuse moule Gianni de Crompton, qui est un métier à tisser mécanique. Voilà. Au départ, ces métiers à tisser ont utilisé comme source d'énergie l'hydraulique, c'est-à-dire étaient liés à un ruisseau, etc. Et sauf que, au bout d'un moment, en fait, les gens qui avaient ces métiers à tisser se sont rendus compte qu'ils devaient un peu négocier pour avoir accès à l'eau. Et donc, le charbon, l'utilisation d'une machine à vapeur pour fournir de la puissance leur permettait de travailler quand ils voulaient. C'est-à-dire, en gros, si je simplifie, à l'époque, on a appris à comment se passer des énergies renouvelables pour utiliser le charbon. Voilà. Et après, donc, de plus grosses machines, notamment de locomotion, ont été développées, et ainsi que des machines agricoles. Ici, je me suis amusé à relier ça à d'autres éléments de la société, c'est-à-dire, puisqu'il y a eu le développement de grosses machines agricoles, on avait besoin de beaucoup moins de bras, je le dis un peu crûment, pour travailler au champ. Ce qui a généré en fait des différentes migrations, y compris dans les villes, pour que les gens aillent travailler dans les ateliers, ce qui a permis le développement de l'industrie, mais aussi, c'est ce que j'ai mis, du droit social, du droit des travailleurs, etc. Je me suis aussi amusé à le regarder dans la littérature française. Je pourrais détailler ça à un autre moment si vous avez des questions, mais en gros, on voit aussi qu'apparaissent dans la littérature, tout ce que c'est essor de la vapeur, des machines thermiques, etc. Par contre, une fois que j'ai tracé ces diagrammes avec mes belles lignes droites, je me dis, mais en fait, c'est pas raisonnable de dire que... Autant je peux dire que Newcomen a remplacé Savary, plus exactement sa machine a remplacé l'autre, mais je peux pas dire que Zola a remplacé Baudelaire. On est d'accord. C'est-à-dire que cette question un peu linéaire des idées, etc., des choses qui se succèdent, c'est certainement pas une droite. Voilà. C'est un peu cette notion que je voulais faire passer. Voilà. Par contre, aujourd'hui, à l'heure actuelle, concernant la production d'électricité, les cycles thermodynamiques, les machines thermiques, en fait, sont très majoritaires. Voilà. Si on regarde à l'échelle de l'Europe, et ça serait sans doute encore plus exacerbé à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que si on prend les machines thermiques qui fonctionnent au pétrole, à l'uranium, au charbon, au gaz, à la tourbe, etc. On se retrouve à peu près avec 2/3 en fait de la production en fait alimentée par des machines thermiques. Donc c'est une vraie réalité. Depuis les machines historiques, on est arrivé à des vraies machines industrielles performantes, largement utilisées. Voilà. Au labo, on a fait, justement, on a essayé de faire une cartographie de ce type de cycle. Il y a eu les Stirling, etc., les cycles organiques de Rankine, les Kalina, etc. Et il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on a essayé de faire une cartographie un petit peu pour s'y retrouver, une cartographie qui serait température de la source chaude, on parle de chaleur, donc voilà, et puissance produite. Et ce qu'on voit dans ce diagramme, c'est chaque petit point correspond à une réalisation, c'est qu'on a finalement quasiment une organisation dans laquelle on peut mettre des frontières entre les différentes applications des cycles thermodynamiques. À trop haute température, on va trouver des turbines à gaz. Voilà. Pour les puissances très élevées, on va trouver à la fois des turbines à gaz et des machines à vapeur. Voilà. Aux très basses puissances, on va trouver plutôt des cycles de Stirling. Voilà. Et dans cette base de données, donc qui nous permet d'analyser l'ensemble des cycles, on trace un paramètre qui est très important, qui est le rendement. Le rendement, c'est juste le rapport entre l'électricité ou la puissance produite et la puissance utilisée, c'est-à-dire l'apport de chaleur. Voilà. Et Monsieur Carnot donc a défini dans son cycle
que le cycle le rendement de ce cycle, qui est un petit peu un rendement idéal, voilà, il a donné une formule en fonction de la température qui dit que plus la température chaude est élevée, plus le rendement est élevé. Voilà, et c'est ce qu'on voit avec toutes nos petites réalisations. Par contre, ce qu'on voit, c'est que depuis 1824, aucune machine n'a atteint la courbe du rendement de Carnot. Voilà. Donc, il nous reste un peu de la marge. Voilà. Après, il y a des gens qui ont donné des formules avec des rendements un peu plus raisonnables. Voilà. Et on fait un certain nombre de modèles pour regarder ces tendances. Par contre, ce qu'avait pas prévu la théorie, hein, bon, on n'est pas les premiers à le mettre en avant, mais je voudrais le souligner, c'est que le rendement de la machine, il va dépendre de sa taille. Plus la machine est grosse, plus son rendement va être élevé. Alors, je vous rappelle, hein, le rendement, dans ma perspective historique, maintenant Savary, Newcomen, Watt sont des gens que vous connaissez bien. Donc, on voit que, au travers de l'histoire, l'évolution du rendement, c'est énorme. Ici, on est en échelle logarithmique. Hein, on voit qu'on a vraiment beaucoup progressé. Voilà. Et cette quête du rendement, c'est peut-être un des moteurs de l'histoire de ces machines, comme je l'ai montré, et un des moteurs de la recherche et développement liés à ces machines. D'abord, parce qu'une machine thermodynamique, c'est des échangeurs de chaleur, hein, comme ici, là, source chaude, source froide, et des composants mécaniques, compresseurs, pompes ou turbines. Voilà. Et l'augmentation de la machine globale, ça va être aussi la quête de l'augmentation de ce rendement, c'est aussi la quête de l'augmentation du rendement de chaque élément, et en particulier des turbines et des compresseurs. Voilà, ici, on voit grâce notamment au progrès récent de la mécanique des fluides tridimensionnels, on va avoir des rendements de turbines seuls plus importants. C'est la même chose aussi pour les compresseurs. Voilà. Et ce qui est important à noter aussi, c'est qu'il y a un couplage très fort entre la technologie et les matériaux. Voilà. Beaucoup d'énergie a été déployée pour développer des superalliages, c'est-à-dire des matériaux qui vont permettre que la machine thermodynamique tienne à des très hautes températures. Ici, on voit, c'est les températures qu'il peut y avoir dans des turbines à gaz les plus avancées, et ça, c'est possible, pas parce que j'arrive à produire de la chaleur à 1700 degrés, ça, je sais le faire depuis assez longtemps. Par contre, pour avoir des matériaux qui vont constituer des composants, ça, c'est une vraie source de R&D. Voilà. Alors, d'ailleurs, ici, sur ce petit graphe qui montre pour les turbines à gaz de notre base de données la température en fonction du temps, on voit bien qu'au fil du temps, grâce aux nouveaux matériaux, les températures chaudes des turbines à gaz ont beaucoup augmenté. Voilà. Il y a cet aspect quantitatif, hein, plus la température est élevée, plus le rendement augmente, mais il y a aussi un aspect qualitatif de la source chaude. Ici, c'est un exemple de projet qu'on a fait avec nos collègues de Cadarache, dans lequel on associe deux sources chaudes différentes pour le même cycle thermodynamique. Voilà, ici, c'est un cycle thermodynamique, et j'ai deux sources chaudes. J'ai une source chaude qui est nucléaire, voilà, qui est un réacteur à eau pressurisé, avec une température de sortie autour de 320 degrés, voilà, et qu'on booste avec un récepteur solaire avec lequel on peut atteindre des températures de l'ordre de 550 degrés. Voilà. Ce que je peux dire aussi, c'est que y a cette augmentation de température, mais ça ne veut pas dire qu'on a négligé, et au contraire, c'est de plus en plus actuel, les sources chaudes avec des températures moyennes, voire basses. Si on pense à toute la chaleur industrielle rejetée à basse température, ça fait un énorme gisement. Alors, certes, on produira moins puisque le rendement sera plus faible, mais la quantité de chaleur à basse température valorisable est importante. Je signale ici, ça c'est une diapo d'un prototype qu'on a au laboratoire, qui est un cycle de Rankine à fluide organique, hein, on parle d'ORC, qui est comme un cycle de Rankine, c'est-à-dire avec une source chaude, une source froide, une turbine, une pompe, sauf qu'au lieu d'utiliser la vapeur de Watt, la vapeur du Newcomen, on utilise des fluides un petit peu différents qui ont l'avantage d'avoir des températures d'ébullition différentes de celles de l'eau. C'est pour ça qu'on peut valoriser des sources de chaleur jusqu'à très basses. Ici, j'ai juste une petite carte pour rappeler qu'il y a des gens qui travaillent sur l'énergie thermique des mers, c'est-à-dire valoriser la chaleur la différence de température entre l'eau de mer en surface et l'eau de mer en profondeur, qui est à peu près une vingtaine de degrés de différence. Voilà. Donc c'est une réalité. Et étant donné la masse d'eau voilà, on voit bien que la puissance potentiellement générée est énorme. Voilà. Après, on va aller encore un peu plus loin au point de vue du raisonnement, c'est-à-dire est-ce
est-ce que je peux pas aller chercher des sources chaudes encore ailleurs? Et notamment, est-ce que la source chaude d'un premier cycle thermodynamique ne peut pas la source froide, pardon, d'un premier cycle thermodynamique ne peut pas me servir de source chaude à un autre cycle, c'est-à-dire ce qu'on appelle les cycles en cascade. Voilà. J'ai un premier cycle et un deuxième cycle. Ces cycles qu'on appelle combinés, je le signale sur ma cartographie, sont les cycles qui ont les rendements les plus élevés à l'heure actuelle. On atteint couramment 65% dans les gros cycles à vapeur, turbine à gaz combinés. Voilà. Nous, on a travaillé aussi, et des collègues aussi, sur des cycles combinés, donc turbine à gaz plus ORC dont je vous ai parlé, Rankine ORC. On peut faire tout un tas de mariages. Voilà. Après, ça, c'était le premier sens de l'histoire, celui de la source chaude, celui qui paraît le plus évident, même si on voit qu'il y a une complexité à la fois qualitative, c'est pas forcément le plus élevé, moins élevé. Ça, c'est un transparent qui est pas fait pour faire peur, c'est juste un joke, parce que voilà, dans la thermodynamique, on manipule beaucoup de dérivés partiels, et je pouvais pas faire un truc là-dessus sans écrire une dérivée partielle. L'idée, c'est simplement, on s'intéresse beaucoup à la source chaude, à la faire monter, développer des matériaux compliqués pour être de plus en plus chaude. Mais est-ce que je pourrais pas, après tout, dans les formules de Carnot, voilà, où on a l'impression que source chaude et source froide pourraient jouer presque le même rôle, si j'abaissais la source froide, est-ce que ça serait pas aussi une manière d'augmenter le rendement, et est-ce que ce serait pas plus simple que de développer des matériaux qui tiennent à 1700 degrés. Ce que montrent ces dérivés partiels, c'est simplement que la réponse c'est oui, c'est même plus efficace. C'est-à-dire que si vous baissez d'1 degré la source froide, l'effet sur le rendement va être supérieur, en gros, à si vous montez de 2 degrés la source chaude. Donc oui, c'est bien aussi un moteur d'innovation, cette question de source froide pour les machines thermiques. Alors, au-delà des dérivés partiels, il y a des gens qui y ont pensé bien avant, hein. Notamment les gens qui exploitent des turbines à gaz dans les pays où il fait très chaud l'été. Voilà, les pays qui ont plein de gaz où il fait très chaud, il y en a un certain nombre. Et l'été, comme la source froide c'est la prise d'air, et ben quand il fait 40-50 degrés, la turbine à gaz, elle prend un méchant coup sur la tête en termes de rendement. Et ce que font les gens, c'est qu'ils vont refroidir, notamment en injectant de l'eau, un tout petit peu d'eau qui va permettre de refroidir l'air à l'entrée. Ils vont augmenter le rendement, ou en tout cas le restaurer comme au point nominal. Chacun a entendu parler aussi, pendant les épisodes caniculaires en France, de la baisse du rendement thermodynamique des centrales nucléaires. Ici, c'est un graphe issu de travaux allemands. Mais clairement, quand la source chaude a une température qui augmente, la machine thermodynamique va produire beaucoup moins. C'est presque le talon d'Achille, finalement, de ce système. Après, ici, c'est l'idée c'est juste le graphe d'un projet qu'on a fait avec des collègues de Saclay, c'est-à-dire concevoir un réacteur nucléaire, alors ça c'est plutôt eux qu'on fait, avec une machine thermodynamique pour convertir l'électricité, et quand j'ai besoin de produire un peu plus parce que j'ai des fluctuations de réseau électrique, parce que j'ai plus de besoins, et ben finalement je vais injecter un peu de froid supplémentaire à la source froide, ce qui va me permettre d'augmenter momentanément, sinon je le ferai tout le temps, hein. Mais je vais augmenter momentanément la puissance, et c'est ce qu'on a montré. Si on couple le circuit de conversion d'énergie d'un réacteur nucléaire avec un stockage de froid, en fait, je vais pouvoir avoir de la flexibilité. Voilà. Alors, puisque j'ai parlé de faire du froid, j'ai parlé de froid, comment faire ce froid? Vous êtes familier avec maintenant les machines de Harrison, la machine de Perkins et la machine de Carré. Mais avant de regarder les machines, le froid en lui-même, c'est un secteur extrêmement énergivore. Il représente aujourd'hui à peu près un peu moins de 20% de l'électricité totale. Alors, incluant le conditionnement d'air, je suis d'accord, mais c'est quand même un poste important. Et en plus, on a vu faire du froid, hein, Harrison utilise l'éther. S'il avait pu utiliser des fluides plus sympathiques, je pense qu'on pourrait le faire. Donc, c'est pour ça que faire du froid, ça suppose aussi assez souvent utiliser des fluides de travail qui ont malheureusement le désavantage d'être assez nocifs pour l'environnement. Alors pour la couche d'ozone, hein, c'est très connu. Ici, c'est un certain nombre de fluides couramment utilisés dans les frigos, dans la climatisation. Et ici, c'est leur potentiel de destruction de la couche d'ozone. Aujourd'hui, ces fluides sont interdits. Par contre, même s'ils détruisent plus la couche d'ozone, les nouveaux fluides vont souvent avoir des effets néfastes en termes d'effet de serre, et souvent bien supérieurs,
molécule à molécule par rapport au CO2, hein, les fluides couramment utilisés. Ici, 2000, c'est le pouvoir réchauffant par rapport au CO2. C'est-à-dire que les premiers fluides utilisés, ils étaient 10 000 fois plus polluants que le CO2. Voilà. Après, il y en a moins. Mais si on pense que l'industrie du froid va se développer, et moi je le pense parce que si on dit qu'en Inde, il y a 5% des aliments qui passent par la chaîne du froid et que dans les pays d'Europe, c'est 95%, clairement, cette industrie va se développer. Alors, le froid, donc, est indispensable à la production électrique et au développement du numérique. On sait, hein, les grands centres de calcul, etc. Les aspects alimentaires, le froid est très, très important dans le gaspillage alimentaire, dans la valorisation de la chaîne, ça c'est vraiment important. Et le froid est bien un vecteur énergétique. Ça pour dire que on travaille aussi dans nos labos sur les machines qui produisent du froid, donc qui sont à la fois héritières des machines de Perkins, parce qu'il y a un compresseur, il y a des échangeurs de chaleur, qui sont aussi les héritières de Carnot, hein, puisque on peut appliquer la théorie de Carnot aux machines de froid, qui sont aussi les héritiers de celle de Carré. Ici, c'est un proto de machine à absorption, qui est une machine qui fait du froid solaire. Voilà. Et vous pouvez voir que c'est assez intéressant quand il fait chaud, quand il y a beaucoup de soleil, je peux faire du froid. Donc ça, c'est une machine faite par nos collègues de Chambéry et de Cadarache. Voilà. On a aussi développé récemment une machine qui permet de répondre à ce fameux besoin de fluctuation. Si j'ai plutôt besoin de froid, si j'ai plutôt besoin d'électricité, c'est une machine qui se trouve ici. Donc, on a une source de chaleur à disposition. Alors, elle peut être renouvelable, elle peut être solaire, ça pourrait être même nucléaire, ça pourrait être ce qu'on veut. Et on va pouvoir soit faire de l'électricité quand j'ai besoin d'électricité, voilà, ou parce que le réseau me le demande, ou parce que l'électricité se paye bien, ou si j'ai besoin de froid. Et toute l'idée de ce prototype, c'est de faire cette régulation entre produire du froid, produire de l'électricité et évidemment produire les deux en même temps de la meilleure façon possible. Dernière machine développée au labo, c'est celle qui correspond aux besoins de stockage d'électricité de façon massive. Vous savez que ça va être sans doute un des grands enjeux des années à venir, avec l'introduction massive d'énergie intermittente et tout en maintenant la capacité du réseau à répondre, il va falloir certainement stocker de l'électricité. L'idée, c'est de dire, mais est-ce que je peux pas transformer l'électricité en quelque chose que je sais bien stocker? C'est ce que font les gens sur les batteries, ils transforment ça en énergie chimique. Mais là, si je dis que je sais bien stocker la chaleur, parce que j'ai montré que tu avais stocké du froid, je sais stocker du chaud certainement depuis encore plus longtemps. Voilà. Donc, et comment transformer cette électricité en chaleur? Avec une machine thermique, une pompe à chaleur. Voilà. Donc, je transforme l'électricité en chaleur, je stocke cette chaleur, je peux le transformer en froid, je stocke en froid, et quand j'ai besoin d'électricité, j'utilise une autre machine thermique, mon cycle de Rankine, qui à partir de chaleur me refait de l'électricité. Voilà, ça c'est un projet qu'on a eu il y a quelques années. Alors, je vais conclure. L'histoire du développement d'une machine thermique a-t-elle un sens? Alors, on peut dire plein de choses et son contraire, si ce n'est que, oui, on n'en est pas au 15e principe de la thermodynamique. En fait, les deux établis au 19e siècle plus un au 20e siècle qui ne nous intéressent pas vraiment ici, en fait, OK, là-dessus, il n'y a rien de nouveau. Par contre, on a énormément progressé dans le principe et la réalisation. On a joué sur la source chaude, bien sûr, mais aussi sur la source froide, sur les organes. On a augmenté beaucoup les performances. On est encore loin d'être au rendement de Carnot. Donc, voilà, on a de la marge. Et après, on a combiné, etc., etc. Par contre, ce qui est net, c'est que les machines thermiques sont au cœur des révolutions énergétiques. Donc, celle du 19e siècle, c'est sûr. Celle du 20e siècle, avec l'électricité, c'est évident. Mais celle aussi actuelle, avec cette question de flexibilisation, avec cette question de froid, ça touche plein de choses. On voit que ça touche aussi au réchauffement climatique. Au labo, on essaie de développer, d'utiliser des fluides qui vont avoir moins de pouvoir réchauffant, etc., etc. Donc, les problématiques, elles y sont. Après, si on prend un peu plus de hauteur encore par rapport à la question des machines thermiques et du temps, alors on peut dire en rigolant que l'histoire des machines thermiques, c'est cyclique, voilà, parce qu'on fait des cycles, bon, ok. On peut aussi dire que la thermodynamique et le temps, c'est un rapport privilégié. En mécanique newtonienne classique, en fait, le temps est ce qu'on appelle renversable. Si vous prenez l'équation du principe fondamental de la dynamique, si vous changez le temps en moins le temps, vous avez la même équation. Ça veut dire que le temps, c'est pas quelque chose. Si vous avez une balle à un endroit à un autre, vous êtes incapable de me dire, si je prends deux photos, quel temps est avant l'autre. Voilà, pour le dire de façon simple. Ceux qui ont introduit vraiment cette notion,
et la notion d'irréversibilité, c'est les thermodynamiciens, et c'est né au départ des machines thermiques, cette histoire de transformation qu'on peut faire ou pas, qu'on peut faire dans un sens et pas dans l'autre. Voilà. J'ajouterais aussi simplement que cette question de la flèche du temps, c'était le thème de recherche du dernier prix Nobel attribué à un thermodynamicien, qui est Prigogine en 77. Donc cette question du temps et de la thermodynamique, c'est vraiment intimement lié. Voilà. Et c'est pour ça que la réponse simple de je peux tracer une droite, elle n'est pas du tout évidente. Après, pour ceux qui aiment les indicateurs du développement des machines thermiques, il y en a plein sur les papiers, les brevets, les réalisations, les méga francs, euros, pardon. Et voilà. Je vous remercie. Je remercie aussi donc tous mes collègues qui ont contribué aux différents projets, collègues du LITEN, les anciens collègues de l'ADES, et puis mes collègues de Cadarache et de Saclay. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Nicolas. Merci pour ce partage sur ces machines thermiques. C'était vraiment passionnant. Je suis sûre que ceux qui ont suivi et les gens qui sont présents ici ont apprécié. Alors, si tu veux bien me rejoindre, je pense qu'on est mieux ici pour les questions. On sera mieux devant cet écran. D'abord, je m'adresse à la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Eh bien, on va t'apporter, voilà, Julia va t'apporter le micro. Bouge pas. Oui, bonjour. Merci Nicolas pour cet exposé très intéressant. Est-ce que tu pourrais, en quelques secondes, c'est pas facile, développer un peu plus sur les notions d'irréversibilité, liées notamment au niveau de température? Et puis faire le lien, alors je ne sais pas si le lien est facile, mais avec toutes les études qu'il y a sur ce qu'on appelle l'exergie, est-ce que ça peut se faire rapidement ou pas? Alors, je vais peut-être répondre par la fin. Alors, effectivement, il y a j'ai pas parlé du tout de cette notion d'exergie. En gros, vous l'avez compris. Il y a quand on fait, par exemple, un échange de chaleur entre deux côtés d'un échangeur, on va pas retrouver les mêmes températures de chaque côté de l'échangeur. C'est-à-dire que si on dit que la température est une sorte de qualité d'une source de chaleur, on comprend bien, plus c'est chaud, plus c'est intéressant, etc. On va avoir une dégradation, finalement, au cours de l'échange de cette qualité-là. C'est-à-dire que Et ce processus, en fait, est irréversible. C'est-à-dire, vous n'allez pas pouvoir, à partir d'une température plus froide, régénérer la température chaude sans ajouter quelque chose. C'est-à-dire que c'est en ça où il y a cette irréversibilité et qu'on a introduit après sous forme d'entropie. La difficulté, alors l'entropie, c'est très utilisé par tout le monde. Et pour moi, l'exergie, c'est juste c'est une manière de relier cette irréversibilité directement, de la quantifier avec les mêmes unités que l'énergie. C'est-à-dire, si je parle en puissance, voilà, je vais pouvoir quantifier l'entropie en kilowatts. C'est-à-dire, je vais pouvoir la comparer à mes sources. Voilà. Et effectivement, j'ai pas parlé de cette notion d'exergie qui est un peu technique et qui est sans doute une des grandes façons de voir les choses. Mais effectivement, dans un de mes transparents, il y a un rendement exergétique qui est caché. Voilà, je pense que tu l'as vu. Et c'est une notion très utile justement parce qu'elle permet de regarder les dissipations et de les traduire en termes exergétiques, en termes d'énergie, avec les mêmes unités que l'énergie de départ et l'énergie d'arrivée. Voilà, pour moi, c'est ça l'idée. Après, on arrive à montrer que le rendement avec la meilleure transformation exergétique, c'est le rendement de Carnot. Voilà, il y a ça aussi qui est pour ça qu'on l'appelle le rendement idéal, le rendement du cycle idéal. Voilà, il y a un peu ces notions-là. Très bien, merci Nicolas. Je pense qu'on a des questions à distance. Est-ce que voilà, on en a une première qui s'affiche. Quel est l'impact de faire du froid sur le réchauffement de la planète?
Alors, il y a plusieurs. Alors, c'est une question intéressante et parce qu'elle touche à plein de choses. Il y a plusieurs impacts. Déjà, la très très grande majorité des machines pour faire du froid sont aujourd'hui des machines à compression mécanique de vapeur, hein, c'est-à-dire la machine de Perkins, la machine d'Atkinson. J'ai une source chaude, une source froide, j'ai un compresseur, j'ai un détendeur. La très grande majorité des machines sont comme ça. Voilà. Et donc, on voit qu'on a besoin d'énergie électrique, hein, enfin, en tout cas, on a besoin de rajouter de l'énergie. Donc, déjà, pour produire cette énergie, si vous avez au départ une électricité qui est très carbonée, le fait de faire du froid à partir de cette électricité carbonée a un impact important. Voilà. Deuxièmement, il y a cette question de ces fameux fluides frigorigènes. Ils ont un fort impact. Les anciens fluides, beaucoup. Les fluides actuels, encore, oui. Les futurs fluides, eh ben, il y a ce qu'on appelle les fluides naturels. On travaille dessus. Les machines que j'ai montrées là sont des machines à ammoniac, donc eux n'ont pas d'impact sur l'effet de serre. Donc, la réponse, c'est l'impact. Il est alors quantitativement, honnêtement, voilà, c'est pas très très élevé. C'est 17% d'électricité mondiale. Voilà, c'est pas le numéro un. Clairement, le numéro un, c'est la production d'électricité à partir de charbon. Enfin voilà, c'est pas de cet ordre-là. Mais si le froid se développe autant qu'on pense, ça peut avoir des contributions importantes. Très bien, merci. On va prendre encore une question à distance. Si tu peux, Julie, m'afficher. Voilà, très bien, merci beaucoup. Le gain de rendement par une source froide plus froide pourrait-il justifier de mettre les centrales au Cap Nord en compensant les pertes dues au transport? Alors, c'est vrai qu'on essaye. Alors, le Cap Nord, je sais pas s'ils sont très très demandeurs non plus, hein. Après, ce qu'il faut voir, c'est que on va essayer de mettre de plus en plus, en particulier les unités nucléaires au bord des mers maintenant, hein, parce que simplement la source froide est certainement à une température qui va être plus constante, plus basse, voilà. Donc au Cap Nord, je sais pas. En tout cas, cette question de la source froide, c'est une vraie question tendue. Après, compenser les pertes et je sais pas. Après, faire un réseau, c'est compliqué, hein, voilà. Très bien, merci, Nicolas. Il y a une question dans la salle? Non? Eh bien, on va continuer avec les questions en distance. Quel type d'énergie pour une mini-centrale électrique de 100 kWh en termes de respect de l'environnement? Quel type d'énergie? Alors, 100 kWh, alors, je pense qu'il y a une... Oui, il y a... un petit coquille, ouais. Oui, il y a une coquille, ouais. Mais en gros, je le traduis avec mes mots, une petite unité de production d'électricité d'une dizaine de kilowatts, voilà, qui pourrait fonctionner une dizaine d'heures pendant la journée, hein. Après, je dirais, ça dépend de où vous la mettez, hein. Si évidemment, je vous retourne la question du Cap Nord. Si vous êtes éventuellement en plein désert, la question est différente de si vous avez des ressources à disposition. Voilà. Si vous n'en avez, alors, d'après ma cartographie, ce qui se vend beaucoup, voilà, c'est des petites centrales biomasse, voilà, avec qui permettent à la fois de faire de l'électricité et de faire un peu de chaleur, voilà, pour ce type de puissance. Alors, ça peut être souvent avec un cycle de Rankine à fluide organique. Alors, je sais pas si c'est un peu militant parce que je travaille là-dessus, mais en gros, on a un certain nombre de petites unités biomasse qui sont construites et qui sont assez efficaces puisqu'on a à la fois produit de l'électricité et de la chaleur. Voilà. Après, pour être une machine solaire, ça pourrait, selon la ressource qu'on a, oui. Très bien. On va prendre encore une question, Julie? Oui, merci. La production d'électricité photovoltaïque, éolienne et hydraulique se passe des machines thermiques, mais permet d'alimenter ces machines avec autre chose que des combustibles fossiles. La solution n'est-elle pas là?
Alors, je comprends. Alors, et les machines thermiques ne sont pas que alimentées avec des combustibles fossiles. Alors, historiquement, évidemment, le charbon était l'énergie majeure, puis actuellement, c'est vrai que le gaz est important. Comme j'ai dit, peu importe la source de chaleur, dans la plupart des machines, pas toutes, mais dans la plupart des machines, finalement, la chaleur peut être transférée de façon indirecte. Donc, vous pouvez très bien valoriser une source de chaleur fatale, un rejet, voilà, et le valoriser en électricité. Voilà. Donc, pour les machines thermiques, vous pouvez aussi bien utiliser une source, comme je dis, biomasse, une source solaire, une source de récupération. Vous pouvez utiliser une source nucléaire. Enfin, il y a l'énergie thermique des mers. Enfin, ce qui compte en fait, c'est de pouvoir transférer efficacement les calories. Si possible à haute température, mais on a vu qu'il y a plein de façons de le faire intelligemment à basse température. Voilà. Après, la concurrence avec les machines hydrauliques, le PV, etc. Oui, c'est on est là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas aussi utiliser pendant un moment, quand il y a du soleil, le panneau photovoltaïque et que on puisse aussi avoir un panneau thermique à côté qui va permettre de stocker plus facilement la chaleur et de la restituer la nuit quand vous aurez un peu besoin d'électricité. Enfin, il y a plein de manières de marier les choses. Hein. C'est ça aussi. Parce que la théorie est assez claire, finalement, j'ai besoin de chaleur. Dès le début, on a su que c'était pas fluide dépendant. Donc, voilà, il y a plein de manières de faire. Après, tout le problème reste dans le dimensionnement et le calcul des rendements et du choix des matériaux, etc. Après, c'est vrai qu'on parle beaucoup des machines motrices, productrices d'électricité, mais il y a toutes les machines pour faire du froid. C'est vrai que si vous voulez faire du froid avec un panneau solaire, si vous voulez faire du froid avec l'énergie électrique issue d'une éolienne, oui, ça peut être un mariage intéressant aussi. Très bien. Pas de regret dans la salle? Si, il y a une question. On va vous apporter le micro. Bonjour et merci. Vous avez évoqué la chaleur fatale. Est-ce que l'exploitation de la chaleur fatale, c'est un marché, c'est une réalité ou est-ce que c'est juste un potentiel? Alors, en fait, c'est une réalité. Il y a eu un rapport de l'ADEME il y a quelques années qui est assez bien fait. Et c'est juste pour mettre la cartographie là. Voilà, c'est sur les sources de chaleur fatale industrielles. Alors, en fait, il y a plusieurs manières de valoriser la chaleur fatale. Le plus simple étant de réutiliser cette chaleur dans le procédé. Voilà. Et en général, quand c'est simple, les gens l'ont déjà fait. Voilà. Par contre, on aimerait aussi valoriser la chaleur fatale la plus élevée, mais ça, en général, les gens y ont déjà pensé parce que on voyait aux petits oiseaux de la chaleur qui à 500-600 degrés, les gens ont quand même déjà fait et on arrive à rentabiliser une installation. Ce qui est un peu compliqué là, c'est que le gisement est énorme, c'est-à-dire il y a beaucoup de chaleur industrielle autour de entre 80 et 200 degrés qui n'est pas valorisée. Alors, je dirais d'abord parce que effectivement, si je repense au rendement de Carnot, je vais produire assez peu. À 200 degrés, j'aurai un rendement qui va être 15%, voilà. Et clairement, ce qui est compliqué ici, c'est la rentabilité économique. Donc, je peux le faire. Voilà, nous, on a eu des projets de valorisation, voilà, de chaleur fatale sur des systèmes donc pour des industries et aussi, par exemple, dans l'automobile, voilà, sur les gaz d'échappement. Alors, on valorise déjà, par exemple, si je prends l'automobile, parce que j'ai pas pris beaucoup d'exemples, l'automobile. Une façon de valoriser la chaleur fatale, c'est le turbocompresseur, etc. Mais on peut aussi mettre un cycle organique de Rankine dans un camion et ça va nous permettre de produire un petit peu d'électricité. Si je veux d'électricité, les camions, comme tous les véhicules, ont de plus en plus besoin d'électricité. Ou alors, je vais rajouter du couple. Voilà. C'est une vraie réalité. La difficulté, c'est la question de la rentabilité. Si l'électricité était beaucoup plus chère à la revente, il y aurait plus de projets. Mais effectivement, c'est une thématique importante.
qui est positionné différemment selon les pays, selon le prix de l'électricité. Mais clairement, nous, on a des projets là-dessus pour l'embarquer, on a des projets là-dessus pour le stationnaire. Mais là, c'est souvent des questions, en fait, des enjeux économiques, en fait, qui vont dire que l'installation n'est pas forcément rentable ou rentable à tant d'années. Mais clairement, c'est une réalité, oui. Très bien. J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de questions. Ceci dit, on arrive à la fin de notre session. À moins que on m'affiche une dernière question qu'on veut absolument qu'on puisse poser, je propose qu'on arrête là la séance. Eh bien, je vous invite à remercier à nouveau Nicolas Tauveron pour cette présentation. Merci beaucoup. Merci aussi de la part des personnes qui sont en distance. Et donc, on vous donne rendez-vous à début décembre pour la suite des Midi Minatek. Excusez-moi de ma langue à fourcher. Des Midi Minatek. Voilà. Bon.